Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un monde sans travail. Un monde sans travail, comment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle reconfigurent le marché du travail, par Daniel Susskind, qui est économiste, qui a été même conseiller au cabinet du Premier ministre britannique, qui enseigne à Oxford, et qui donc s'intéresse à cette question de l'avenir du travail ou de l'absence d'avenir du travail en lien avec ces nouvelles technologies et ces intelligences artificielles dont on nous parle tant aujourd'hui, qui d'après lui devraient faire diminuer de manière importante la quantité de travail disponible pour les humains, remplacés par des machines pour de nombreuses tâches. Alors ça se fera pas, d'après lui, en un seul mouvement, ça se fait petit à petit, mais pour lui c'est quelque chose de tout à fait inéluctable qui incite à s'interroger sur si nous avons moins de travail ou plus de travail du tout, qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle société nous inscrivons-nous? Comment les gens, les humains, vivent-ils dans ce monde-là? Alors évidemment, on peut être sceptique sur certains points, je suis sceptique sur certains points de son développement, mais il montre assez bien dans un premier temps que bien souvent les innovations techniques ont été présentées comme néfastes pour le travail, et notamment diminutrices, si le terme convient, d'emploi. Et en fait non, mais pour lui la situation actuelle est différente et il y a une très forte chance que, en effet, eh bien, nous perdions un certain nombre d'emplois et qu'il n'y ait plus assez de travail pour tous, ou en tout cas plus assez de tâches pour travailler autant que nous travaillons maintenant en tout cas. Donc beaucoup de réflexions de type économique qui sont posées ici, et justement, pourquoi aujourd'hui, d'après lui, l'intelligence artificielle en particulier, dont on parle partout sans toujours savoir de quoi on parle, pourquoi celle-ci, au fond, est-elle destructrice du travail? Pourquoi les prédictions étaient-elles donc erronées, celles qui prédisaient qu'au fond, avec une nouvelle technologie, de nouveaux emplois apparaissent? Le problème, c'est que l'hypothèse ALM, donc ça c'est une hypothèse économique qu'il développe auparavant, qui n'est pas de lui, mais qui est une hypothèse à la mode, est passée à côté de la révolution pragmatiste. Les économistes pensaient que pour accomplir une tâche, un ordinateur devait suivre des règles explicites formulées par un être humain, que les capacités des machines devaient commencer par reproduire l'intelligence humaine en allant du haut vers le bas. C'était peut-être vrai lors de la première vague de l'IA, mais comme nous l'avons vu, ça ne l'est plus. Les machines sont désormais capables d'apprendre à exécuter des tâches par elles-mêmes, en élaborant leurs propres règles, de bas en haut. Peu importe que les êtres humains aient du mal à expliquer comment ils conduisent une voiture ou reconnaissent une table, les machines n'ont plus besoin de ces explications. Ce qui signifie qu'elles sont capables d'accomplir de nombreuses tâches non routinières, autrefois jugées hors de leur portée. La première conséquence est claire. Les économistes doivent mettre à jour les récits qu'ils proposent sur la technologie et le travail, car le nombre de tâches qu'il revient aux hommes d'accomplir a diminué au-delà des limites qu'ils imaginaient. Les derniers travaux publiés par des économistes de premier plan montrent que ces révisions ont commencé. Les hypothèses classiques en ce qui concerne la capacité des machines ne sont plus valables. La distinction entre tâches routinières et non routinières ne tient plus. Pour autant, beaucoup s'y accrochent en la modifiant et en l'actualisant, plutôt qu'en abandonnant
une fois pour toutes l'hypothèse ALM. Je ne vais pas entrer dans cette hypothèse-là, dont les tenants et aboutissants m'échappent un tout petit peu, mais cette idée au fond que les machines peuvent accomplir des tâches non routinières et les accomplir non pas en nous imitant comme on croyait qu'elles le feraient, mais en trouvant leur propre voie pour accomplir ces tâches-là qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres, en développant au fond ce qu'on pourrait appeler une pensée. Alors le terme pensée, vous voyez que j'hésite avant de le dire, une pensée autonome, ou en tout cas une manière de résoudre les problèmes et d'arriver à un objectif qui soit la leur, apprise par elle-même plutôt que selon les instructions que nous donnons à ces intelligences artificielles, eh bien, on voit bien que dans ce cas-là, nous ne servons plus à grand-chose dans de nombreux cas. Alors, Daniel Susskind va développer, il parle de défaite de l'intelligence, il parle de menaces qui seraient contre nous, d'empiètement sur les tâches. Les nouvelles technologies vont accomplir de plus en plus de tâches que nous accomplissions nous. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Il dit même que ces machines commencent à avoir des capacités relationnelles, commencent à être capables de prédire si quelqu'un ment ou quelqu'un dit la vérité de manière beaucoup plus efficace que nous. Ça peut avoir des conséquences dans le domaine juridique, par exemple, mais ça reste tout à fait problématique. Et puis, en gros, cette évolution-là, d'après lui, elle est totalement inéluctable. Là, vous avez, par exemple, les références à l'intelligence artificielle ou au machine learning dans les appels d'offres de 2008 à 2017. Et vous voyez la courbe. Et là, ça ne va que jusqu'en 2017. Aujourd'hui, en 2024, je pense qu'il faut changer l'échelle de cette courbe. L'intelligence artificielle, on en parle partout et elle est déjà partout. Et il y a néanmoins dans ces constats quelque chose qui, moi, me pose un problème. Ça m'a été révélé par une phrase à la page suivante, page 140, où il essaye de nuancer en disant peut-être que de nouveaux hivers de l'IA nous attendent, puisque les élans actuels sont plus fébriles et se heurtent aux limites des nouvelles technologies. Cela dit, comme avant, beaucoup de limites disparaîtront à mesure que seront élaborées de nouvelles solutions et des voies de contournement. Les économistes se gardent bien de qualifier toute régularité empirique de règle ou de loi. Mais l'empiètement sur les tâches, et c'est là que je deviens sceptique, l'empiètement sur les tâches se révèle aussi sûr que n'importe quel phénomène historique. À moins d'une catastrophe, guerre nucléaire peut-être, ou effondrement écologique général, il est certain qu'il se poursuivra. Et lisant cette phrase-là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette analyse-là. À moins d'une catastrophe, guerre nucléaire ou effondrement climatique général, il est certain qu'il se poursuivra. Donc, l'empiètement sur les tâches par l'intelligence artificielle. Problème, ce qui est présenté comme une catastrophe qui n'a pas lieu, l'effondrement écologique général, moi je pense qu'il est en cours, cet effondrement-là. Et donc, que ce qu'il met de côté, qu'il évacue, peut-être bien qu'il faut le prendre de manière beaucoup plus sérieuse dans l'analyse. Et que cette question de l'écologie qui est à part dans cette petite remarque ici, complètement absente de ce livre-là, elle change la donne de manière très importante. Quelle est la consommation en énergie de
ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui se passe s'il y a des ruptures dans l'approvisionnement énergétique? Est-ce que ces tâches automatisées, même les tâches non routinières, sont véritablement nécessaires dans certains domaines? Est-ce qu'on ne va pas revenir en arrière? Il parle par exemple du domaine de l'agriculture. Dans l'agriculture, en gros, les tâches automatisées, c'est déjà le cas. Et l'impact sur les emplois, eh bien, il a déjà été extrêmement important. C'est-à-dire que la part de l'agriculture dans l'emploi, elle est aujourd'hui négligeable. Il y a très peu de gens qui travaillent dans le domaine agricole par rapport à il y a quelques décennies. Et donc là, on a un exemple de milieu professionnel où effectivement les nouvelles technologies ont détruit des millions d'emplois. Or, l'écologie, justement, eh bien, elle aurait tendance à redonner du travail dans le domaine agricole, parce que travailler de manière plus écologique, ça implique de travailler avec moins de technologie. Et donc, avec plus de bras dans l'agriculture. L'agriculture manque de bras, disait-on à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais peut-être que pour des raisons écologiques, ça redeviendra le cas et que ça créera des emplois. Et cette dimension-là, elle n'est pas du tout présente dans ce livre. Alors il continue avec une analyse qui développe à la fois les conséquences de ces intelligences artificielles capables de résoudre de plus en plus de problèmes, avec des effets sur la productivité, avec des effets très nombreux sur le monde du travail, le chômage technologique qui apparaît, un chômage plus général, avec un autre problème essentiel qui est la répartition des richesses et le creusement aujourd'hui des inégalités. C'est quelque chose qui est un phénomène majeur, je crois, de notre temps, où on a au fond des classes moyennes qui s'étiolent, des classes supérieures qui s'en foutent plein les poches, et des classes qui survivent et qui sont à nouveau extrêmement fragilisées, et qui sont là aussi de plus en plus nombreuses, avec toutes les conséquences que cela a, évidemment, sur la vie quotidienne des gens, sur également la vie de la société, des conséquences d'ordre politique, des conséquences d'ordre moral, j'allais dire. C'est-à-dire que, évidemment, l'inégalité n'est pas bonne, et pourtant elle se creuse. Et donc il essaye de trouver des solutions, par exemple la question de l'enseignement qui est essentielle. Évidemment, les intelligences artificielles vont être utilisées, sont déjà utilisées dans le monde de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis surtout, aujourd'hui, le monde de l'enseignement est très souvent pensé en lien avec le monde du travail. On va former des gens qui soient adaptés à accomplir les tâches demandées par le monde du travail. Or, si les tâches demandées par le monde du travail sont de moins en moins nombreuses et que de plus en plus de tâches sont faites par des machines et non par des humains, eh bien, peut-être que l'école a d'autres rôles à jouer. Un rôle plus à former des gens qui, au fond, savent quoi faire de leur loisir, du temps qu'ils auraient à disposition hors du travail. Qu'est-ce qu'on fait du temps dit libre? Voilà une autre question dans un monde sans travail. Et puis, s'il n'y a pas de travail, comment on gagne sa vie? Des questions d'ordre financière. Alors il y a la question du fameux revenu de base universel que
Daniel Susskind propose conditionnel, c'est-à-dire pas forcément pour tout le monde, mais proposé à tout le monde suivant certaines contraintes ou certains critères qui feraient qu'on y ait droit. Voilà une idée qui n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Enfin, j'avoue être assez peu compétent pour en parler. Comment vivre ensemble dans ce monde-là? Comment sortir de ce qu'il appelle l'âge du travail? Et donc créer une nouvelle culture. Mais évidemment, toutes les réflexions très intéressantes qu'on trouve dans ce livre-là, le rôle de l'État dans tout ça, la place aujourd'hui de grandes entreprises qui façonnent le monde dans lequel on vit, les fameuses GAFAM, l'idée justement de l'éducation, à quoi servirait l'éducation dans ce monde-là? Voilà ce qu'il propose. Revoir l'éducation. Toute politique des loisirs digne de ce nom, puisque dans un monde sans travail, la politique des loisirs est essentielle, commence par l'éducation. La priorité de la plupart des écoles et des universités est de préparer les élèves au monde du travail. Et quand ce n'est pas leur priorité, ça reste un critère de jugement. C'est avec cette idée en tête que j'ai expliqué pourquoi il fallait changer ce que nous enseignons, comment nous l'enseignons et à quel moment nous l'enseignons. Désormais, vu le monde qui nous attend, je pense que cet objectif n'a plus aucun sens. Les experts adorent citer Agésilas, roi de Sparte, qui pensait qu'il fallait transmettre aux enfants les compétences dont ils auraient besoin adultes. En général, ils le citent pour dire que le système éducatif n'est pas à la hauteur. Dans un monde sans travail, la déclaration d'Agésilas doit être interprétée différemment. Les compétences dont nous aurons besoin dans un monde pauvre en emploi seront aux antipodes de celles que nous enseignons aujourd'hui. De quelles compétences parle-t-on? À l'heure qu'il est, personne ne répond parce que tout le monde confond travail et épanouissement. Réussite professionnelle serait synonyme de réalisation personnelle, si bien que les compétences pour l'un et l'autre seraient les mêmes. Hélas, si la perspective du chômage grandissant se confirme, il va falloir y préparer les gens. Et envisager un changement radical de ce qui est enseigné. Ce type de bouleversement ne sera pas inédit. Il suffit de remonter à l'époque d'Agésilas et de jeter un œil au programme enseigné aux jeunes Spartiates. Bon. Donc enseigner à la vie, au loisir, à qu'est-ce que je fais de ma vie, mais pas seulement dans le monde du travail. Encore une fois, peut-être bien que là encore, la question écologique étant évacuée, il manque quelque chose. Dans l'éducation, aujourd'hui, il y a une tâche énorme à accomplir qui est celle de sauver notre planète. Et ça demandera du travail, mais peut-être pas du travail selon les mêmes modalités que celles d'aujourd'hui. Et puis, il parle aussi de retour du travail. Il n'est pas non plus à dire que le travail, ça n'existera plus. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce livre-là a suscité chez moi des réflexions, un certain scepticisme, parce qu'au fond, il met dans l'équation travail et nouvelles technologies, intelligence artificielle, donc deux éléments, deux inconnus. Or, il y en a une troisième qui me paraît être peut-être même encore plus essentielle que les deux autres, qui est négligée ici. Donc, si on ajoute la question de l'effondrement écologique, si on prend au sérieux cette idée et qu'on ne l'évacue pas au détour d'une phrase dans un livre comme celui-ci, eh bien, je pense que les réflexions, certaines peut-être restent valables, mais une bonne partie, peut-être qu'il faudra revoir la copie,
la complexifier et donner un autre sens au travail. Alors, il faut se mettre au travail pour penser ceci dès maintenant. Un monde sans travail, peut-être, j'aurais mis un point d'interrogation ici, dans mon cas, si j'avais été l'auteur de ce livre, lui, même s'il relativise cette idée-là, c'est un titre un peu accrocheur, eh bien, je pense que on pourrait pousser la réflexion plus loin. Daniel Susskind, Un monde sans travail, comment les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle reconfigurent le marché du travail.